Bienvenue à nouveau. Nous avons aujourd'hui le grand privilège d'accueillir Yanis Varoufakis, ancien ministre des Finances de la Grèce, professeur et fondateur de DiEM25, le mouvement pour la démocratie en Europe. Merci d'être avec nous. J'attendais avec impatience de pouvoir discuter avec vous du nouveau plan de paix de Trump, que beaucoup interprètent comme une tentative d'écarter et de remplacer les Nations Unies ainsi que le droit international lui-même. Vous avez qualifié le plan de paix de Trump d'abomination. Pourquoi le considérez-vous comme si dangereux? Je ne vois pas cela seulement comme dangereux. Je pense que les historiens du futur se souviendront du 17 novembre 2025, lorsque la résolution 14-2803 du Conseil de sécurité a approuvé le Conseil de la paix, avec Donald Trump comme propriétaire et président. Cette approbation par le Conseil de sécurité, je crois, restera dans l'histoire comme la fin des Nations Unies. En substance, les Nations Unies se sont abolies elles-mêmes par cette résolution. À l'époque, vous vous en souvenez, seuls 2 pays se sont abstenus au Conseil de sécurité, la Chine et la Russie. Je dois dire que j'étais furieux qu'ils l'aient fait. Mais ensuite, en entendant leurs arguments, j'ai pensé que malheureusement, ils n'avaient peut-être pas tort. Mais la raison pour laquelle je dis que cela abolit les Nations Unies, Glenn, c'est parce que, en y réfléchissant bien, ce que cela fait essentiellement, c'est reconnaître la fin de l'histoire, non pas dans les termes de Francis Fukuyama, mais en ce qui concerne la fin de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Tu te souviendras, et je suis sûr que notre public le sait très bien, que le Conseil de sécurité des Nations Unies publie des déclarations tous les quelques mois, chaque année, tout le temps, une tentative de maintenir sur les rails le processus de paix, ou ce qu'il en reste entre les 2 parties, la partie israélienne et la partie palestinienne. Et les Nations Unies ont cette tactique, ou plutôt, disons, cette mémoire institutionnelle, pas une tactique, une mémoire institutionnelle, selon laquelle chaque résolution suit les résolutions précédentes. Ainsi, si l'on suit l'histoire de l'engagement des Nations Unies sur la question de la Palestine, on constate une continuité. Tout commence avec la reconnaissance de 2 États parallèles, Israël et un État palestinien. L'un a été inauguré, l'autre ne l'a jamais été. Puis viennent les résolutions adoptées après chaque bataille livrée, après chaque défaite du peuple palestinien. Ce que la résolution du 17 novembre a fait, c'est accepter le Conseil de la paix comme prochaine étape de ce processus. Mais elle a aussi dénoncé toute cette histoire. En somme, ce fut un succès remarquable de Donald Trump, qui est intervenu pour sauver la mise à Benjamin Netanyahou, car vous vous souviendrez qu'avant cette résolution, avant le cessez-le-feu, le soi-disant cessez-le-feu, puisqu'il n'y a pas de cessez-le-feu, je veux dire, les Palestiniens sont tués et affamés à mort chaque jour, en ce moment même. Ce que le soi-disant cessez-le-feu et la résolution du Conseil de sécurité ont fait, c'est essentiellement sauver Netanyahou d'une défaite majeure sur le plan de la propagande. Vous vous souviendrez que 4 grands pays, des puissances moyennes, le Canada, l'Australie, la Grande-Bretagne et la France, ont reconnu l'État de Palestine. C'était une reconnaissance très hypocrite, car s'ils avaient vraiment voulu faire quelque chose pour instaurer l'État palestinien qu'ils ont reconnu de manière si hypocrite, ils auraient cessé d'armer Israël. Ils auraient imposé un embargo à Israël. Ils auraient fait tout ce que le mouvement BDS dit qu'ils devraient faire, mais ils ne l'ont jamais fait. Malgré tout, ce fut une défaite majeure pour Netanyahou. Trump intervient, impose ce cessez-le-feu et introduit l'idée d'un conseil de la paix
qui serait totalement en dehors du droit international, totalement en dehors de l'histoire des territoires palestiniens occupés en tant que territoires occupés, et qui, en pratique, remettrait les compteurs à zéro, comme si l'on revenait à 1945 ou 1948, voire même avant. Cela a sauvé Netanyahou parce que, soyons honnêtes, la Cour internationale de justice, en juin 2024, avait clairement stipulé qu'Israël violait le droit international et avait ordonné à Israël de se retirer de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de Gaza. Il y avait eu une condamnation internationale du génocide. La Cour pénale internationale avait inculpé Netanyahou et son ancien ministre de la Défense comme criminels de guerre. Et avec cette résolution, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait en pratique annulé tout cela. Et nous revenons à une situation, Glenn, et c'est le point principal que je veux souligner, où Gaza n'appartient plus aux Palestiniens. Il n'y a pas de Palestiniens dans la résolution. Il n'existe pas. C'est comme si c'était une terra nullius, une terre vide. Et j'emploie ce terme très délibérément, car terra nullius était le terme juridique utilisé par les puissances coloniales européennes il y a un siècle, ou même plus de 2 siècles, pour justifier la colonisation de diverses terres à travers le monde, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande au Kenya, à l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. La première chose que faisaient les colonisateurs européens était d'affirmer que la terre n'avait ni peuple, ni histoire, ni propriétaire. C'est en dehors du droit international. C'est comme, vous savez, aller sur un astéroïde entre Jupiter et, je ne sais pas, une autre planète. Et vous savez, le fait que les Nations Unies reconnaissent cela, et reconnaissent qu'il y aura une société, une entreprise privée, qui aura pour président à vie un homme, non pas un président, non pas un représentant du peuple, mais un homme appelé Donald J. Trump. Et il n'a absolument aucune obligation. Il ne répond pas devant le conseil d'administration. Il ne répond pas devant les Nations Unies. Il ne répond même pas devant le Congrès des États-Unis d'Amérique. Il doit simplement remettre un rapport tous les 6 mois aux Nations Unies, s'il le souhaite. Ce n'est même pas un rapport qui doit être approuvé, ou quoi que ce soit de ce genre. En somme, les Nations Unies se sont annulées elles-mêmes lorsqu'elles ont adopté cette résolution le 17 novembre 2025. Et c'est ainsi que je vais conclure ma longue réponse. Désolé d'avoir été si long, mais je suis furieux à propos de tout cela. Pourquoi les Français et les Britanniques, qui avaient soi-disant reconnu l'État de Palestine, y compris Gaza, seulement quelques semaines auparavant, pourquoi ont-ils accepté cela? Eh bien, ils l'ont accepté parce que pour eux, il s'agissait d'une affaire concernant des gens de couleur au Moyen-Orient. Cela ne les concernait pas. Maintenant, ils savent mieux. Ils savent que le Conseil de la paix ne concerne pas seulement la Palestine. Ce n'est pas une question de Gaza. Maintenant, le Conseil de la paix concerne tout. Et vous savez, Trump s'est entouré de tous ces méchants dignes de James Bond qu'il a rassemblés autour de lui. Et il parle du Groenland. Demain, il va parler du Canada. Et vous savez maintenant, les poules rentrent au poulailler, pour ainsi dire. Et vous avez des gens comme Mark Carney, le premier ministre libéral du Canada, qui a récemment prononcé un discours très intéressant à Davos, disant « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde tel que nous le connaissions ». Eh bien, bande d'idiots, c'est vous qui avez provoqué cela en approuvant une résolution des Nations Unies qui, en pratique, annule les Nations Unies, annule le droit international et annule votre droit d'exister. Eh bien, je me souviens du moment où Trump a d'abord proposé de nettoyer ethniquement toute la population de Gaza, de faire en sorte que les États-Unis prennent le contrôle de la région et d'y créer cette Riviera du Moyen-Orient. Pour être honnête, à l'époque, j'y ai vu une tentative de bousculer le statu quo et de créer une certaine marge de manœuvre. Mais je pensais aussi que cela resterait assez limité. Or,
comme tu l'as dit, c'est quelque chose de bien plus vaste. Je veux dire encore une fois, je ne l'ai pas pris au pied de la lettre, parce que ce qu'il dit et ce qu'il fait sont deux choses très différentes. Mais je pense que nous avons ouvert la boîte de Pandore avec cette affaire. Un autre aspect de tout cela, c'est ce que tu as déjà évoqué, à savoir qu'il s'agit d'une entreprise privée et que même les membres doivent y investir $1 milliard. Comment comprendre cette idée de privatisation du droit international ou de fusion de tous ces intérêts commerciaux avec la coercition et, oui, en somme, avec la loi? Parce que cela n'est pas sans précédent, certes, mais tout de même, où cela nous mène-t-il? Tu sais ce qui me surprend, Glenn? You know what surprises me, Glenn? What surprises me is that people are surprised. Ce qui me surprend, c'est que les gens soient surpris. Parce que, vous savez, j'ai toujours suivi une stratégie très simple, une manière de penser très simple. Je prends au sérieux ce que disent les méchants. Donc, vous savez, Donald Trump, peut-être qu'il n'est pas le théoricien le plus cohérent ou le plus éloquent de l'histoire de l'univers, mais il est entouré de gens qui le sont. Si vous écoutez un jour Peter Thiel s'adresser aux divers seigneurs de la tech qu'il a rassemblés autour de lui, ils ont une vision très claire de l'avenir. Leur avenir, c'est le remplacement de l'État par les entreprises. Ils parlent de ville libre et ils n'entendent pas cela au sens de la liberté des citoyens. Ils entendent cela en parlant de villes appartenant à des entreprises, où le conseil d'administration, les membres du conseil de la société, sont libres de faire ce qu'ils veulent de la ville. Ils sont allés au Honduras, en ont découpé une partie et l'ont transformée en mini-État corporatif. Et c'est ce qu'ils veulent faire, ils veulent transformer nos villes, ils veulent transformer nos États, ils veulent transformer Gaza, le Groenland, demain ce sera le Canada, peut-être mon pays. Eh bien, mon pays a déjà été pris par les entreprises après 2015. C'est parfaitement cohérent avec leur philosophie politique très spécifique et clairement énoncée. Donc, vous savez, comme je l'ai dit, je ne suis surpris que les gens soient surpris. Et vous avez fait allusion au fait que ce n'est pas sans précédent. Maintenant, si l'on regarde l'histoire du colonialisme, elle ne commence pas avec les États. Elle commence avec les entreprises. Ce sont la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et la Compagnie britannique des Indes orientales qui ont conquis l'Asie, et des entreprises similaires ont conquis l'Afrique. Les gens disent, et vous l'avez mentionné, « Oh mon Dieu, ils demandent aux gens de contribuer $1 milliard pour être, vous savez, des membres légitimes du Conseil de la paix. » Eh bien, n'est-ce pas ainsi que la Compagnie des Indes orientales a été créée? Des hommes d'affaires se sont réunis dans une sorte de bâtiment au toit de chaume à Londres, vers 1589, si ma mémoire est bonne. Ils ont tous contribué et sont devenus actionnaires. Et pas seulement actionnaires, mais les actions étaient également négociables. Et les voilà partis. Ils ont occupé et pris le contrôle de l'Inde, puis de l'Indonésie, et ensuite de certaines parties de l'Asie du Sud-Est. À un moment donné, la Compagnie des Indes orientales comptait 200 000 soldats sous son commandement. Ce n'est que plus tard qu'elle a été nationalisée lorsqu'elle a rencontré des difficultés financières, un sauvetage par l'État, ou plutôt par la couronne. Et c'est ainsi que l'Empire britannique, tu vois, a commencé. Voilà donc ce qu'il veut. C'est ainsi que Peter Thiel et les divers penseurs, technocrates et seigneurs de la technologie qui l'entourent imaginent le monde aujourd'hui. Ce n'est pas du tout surprenant. Je vais te dire ce qui est surprenant, enfin, peut-être pas tant que ça, mais tout de même plus surprenant, c'est que le reste du monde est suivi. Les Britanniques ont suivi, les Français ont suivi, chaque pays arabe a suivi. La Turquie, qui a soutenu le Hamas dans une très large mesure, a suivi.
Le Qatar, qui hébergeait des dirigeants du Hamas sur son sol, a suivi aussi. Et tu avais des pays comme l'Égypte et l'Algérie qui faisaient l'éloge de Donald Trump, le qualifiant d'homme de paix, n'est-ce pas? Et bien sûr, il y avait les Européens qui pensaient, eh bien, pourquoi devrions-nous nous en soucier? Comme je l'ai déjà dit, il s'agit des Palestiniens. En réalité, ce n'est pas seulement une question palestinienne. Cela vous concerne aussi. Donc la seule lueur d'espoir que je vois dans ce désastre pour le monde et pour l'humanité, c'est que les centristes, qui, vous savez, un peu comme dans la République de Weimar, Hindenburg, ont remis la chancellerie d'Allemagne à Hitler en pensant pouvoir le contrôler. Et regardez ce qu'il est advenu de ces libéraux qui craignaient davantage la gauche que les nazis. Au final, ils se sont retrouvés dans le même camp de prisonniers qu'eux. Ce n'est donc qu'une infime lueur d'espoir. La catastrophe, elle, est toujours là. Je pense que c'est un excellent point. Eh bien, tôt ou tard, cela te concernera aussi. Et je crois que c'était évident dans un message que Macron a envoyé à Trump, que Trump a ensuite publié, ce message privé, sur son Truth Social. Macron lui aurait apparemment écrit « Écoute, nous sommes totalement avec toi. Tu fais de grandes choses en Syrie et en Iran. Nous sommes complètement à tes côtés. Mais laisse simplement le Groenland tranquille. » Cette idée selon laquelle, si nous l'encourageons et le soutenons dans ce qu'il fait ailleurs dans le monde, il nous laissera peut-être tranquilles. Mais je pense qu'en réalité, nous nourrissons et renforçons ce monstre qui, comme tu l'as dit, finira par nous échapper. Mais qu'est-ce que cela signifie pour... Eh bien, j'allais te demander comment tu t'attends à ce que Wall Street, le complexe militaro-industriel et les grandes entreprises technologiques réagissent à une telle chose. La soutiendraient-ils? Parce qu'au fond, il y a une tendance dans le capitalisme à concentrer la richesse à un point tel que la démocratie ne peut plus fonctionner. Je veux dire, il ne s'agit pas seulement des opposants à la démocratie libérale, au capitalisme, qui avancent cette idée, mais même des capitalistes libéraux. Des capitalistes classiques, comme David Ricardo, ont noté dans leurs travaux qu'à chaque nouvelle innovation technologique, le capitalisme tendrait à concentrer davantage de pouvoir dans le capital plutôt que dans le travail, ce qui fausserait l'ensemble de la relation. Mais le voyez-vous dans ce contexte, où désormais les entreprises commenceraient à remplacer des nations entières? Oui. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, les entreprises ont amorcé le processus d'impérialisme. Et vous savez, le militarisme, le corporatisme et l'impérialisme allaient de pair. À un certain moment, lorsque les entreprises, tout comme Wall Street, qui s'est effondrée en 2008, ont été en quelque sorte nationalisées, essentiellement renflouées, leurs pertes ont été transférées à l'État. C'est exactement ce qui s'est passé il y a des décennies. Et maintenant qu'elles se sont rétablies, elles reprennent le contrôle des États. Donc, vous me demandez quelle sera la réaction du complexe militaro-industriel, des géants de la technologie et de Wall Street. Laissez-moi répondre point par point. Ceux qui en profitent, ce sont les géants de la technologie parce que, vous savez, j'ai écrit il y a quelques années un livre intitulé « Techno-féodalisme », dans lequel je soutiens qu'une nouvelle forme de capital est apparue. Elle vit dans nos téléphones. On l'appelle le capital nuage. Il ne produit rien d'autre que le pouvoir de contrôler directement nos esprits et par ce biais, d'accumuler certaines formes de rente dans les poches des grandes entreprises technologiques. Et ce capital nuage, au cours des dernières années, surtout après la guerre en Ukraine et le génocide à Gaza, a fusionné avec le complexe militaro-industriel, car nous avons désormais des drones autonomes dotés d'intelligence artificielle. Nous avons des logiciels de Palantir qui fonctionnent sur les serveurs d'Amazon Web Services, de Google et de Microsoft.
Ces programmes ont été entraînés à Gaza et sont en cours d'entraînement en Ukraine. Et ensuite, le résultat de cet entraînement, c'est un logiciel vendu par exemple au National Health Service en Grande-Bretagne. Ainsi, on assiste à la privatisation du National Health Service par le capital américain du cloud, formé sur les champs de bataille de Gaza. Comme je l'ai dit, les géants de la tech adorent cela, et c'est pourquoi des personnes comme Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, voire Elon Musk, qui n'aimaient pas, voire méprisaient Donald Trump, se sont désormais ralliés à lui. Et ils le traitent, vous savez, comme leur grand bienfaiteur. Et il y a une autre dimension qui explique l'enthousiasme des géants de la tech pour Donald Trump. La loi Genius d'avril dernier, qu'il a fait adopter par le Sénat et la Chambre des représentants. En substance, il légitime la privatisation du dollar par le biais des grandes entreprises technologiques à travers des sociétés comme Tether. Et maintenant, vous savez, Google, Apple et d'autres vont émettre leurs propres stablecoins. Ce sont des crypto-monnaies, mais elles n'ont rien à voir, disons, avec le Bitcoin, qui est un peu anarchique. Non, ce sont des crypto-monnaies libellées en dollars américains. No, these are US dollar-denominated cryptocurrencies, and that is going essentially. Et cela revient, essentiellement, nous retournons au 19e siècle, lorsque les banques privées avaient la capacité de frapper des dollars, une capacité qui a ensuite été reprise et monopolisée par la Fed. Et la Fed s'est fait couper les ailes. Donc les géants de la tech adorent tout cela. Ils adorent la fixation du dollar, ils adorent ce qui se passe en Palestine, ils adorent ce qui se passe avec les stablecoins et la privatisation du dollar. Le complexe militaro-industriel, lui, est un peu plus inquiet. Je veux dire, ils aiment la guerre, ils aiment ses interventions, ils aiment le fait qu'ils vendent d'énormes quantités d'armes à l'Ukraine avec l'argent européen. Plus récemment, Israël dévore leurs bombes de 10 000 ou 20 000 livres comme des confettis. Ils adorent ça. Ils sont un peu inquiets que des entreprises comme Palantir, les grandes entreprises technologiques, les machines de guerre, techno-féodales comme je les appelle, soient, vous savez, en quelque sorte en concurrence avec eux. Ils s'en inquiètent un peu. Mais je pense que, parmi les trois conglomérats que vous avez mentionnés dans votre question, Wall Street, je crois que ce sont eux qui sont les plus inquiets à propos de Donald Trump. Et ils s'inquiètent parce que, comme je l'ai dit, avec le Genius Act, il empiète effectivement sur leur rente financière au profit des grandes entreprises technologiques, Tether, les stablecoins, et ainsi de suite. Ils essaieront de les rejoindre. JP Morgan, par exemple, est sur le point d'émettre son propre stablecoin, mais il reste inquiet. Donc quand on voit que Donald Trump se bat pour savoir qui va contrôler la Fed, qu'il essaye de couper les ailes du président de la Fed et aussi de limiter les pouvoirs de la Fed par une législation comme le Genius Act, c'est parce que la Fed appartient aux grandes banques, les banques de Wall Street, et qu'elles ne veulent pas avoir à rivaliser avec la Silicon Valley, avec la côte ouest. Mais malgré tout, il est clair pour moi qu'au moins jusqu'à présent, Donald Trump parvient à dominer ces trois forces, Wall Street, les grandes entreprises technologiques et le complexe militaro-industriel. Et ils soutiennent ce qu'il fait avec le Conseil de la paix et la dissolution, en somme, des Nations Unies, transformant les Nations Unies, en pratique, en ce que fut la Société des Nations, une coquille vide. Toute cette dissolution des Nations Unies, il semble que cela ait commencé il y a plus de, disons, au moins 30 ans. Vous avez mentionné plus tôt le Premier ministre du Canada et ses commentaires à Davos. Et j'ai trouvé cela intéressant, car il a plus ou moins qualifié le soi-disant ordre international fondé sur des règles de supercherie. Je partage ce point de vue, car si l'on remonte au Kosovo, c'est à ce moment-là que nous avons commencé à dire « Eh bien, ce n'était pas légal, mais c'était légitime ». L'hypothèse était que la légitimité reposait sur une justification libérale, démocratique ou humanitaire. En d'autres termes, ce que nous disions,
c'était « le droit international est suprême ». Cependant, comme nous sommes les champions de la démocratie libérale, nous pouvons invoquer les droits de l'homme et la démocratie pour nous accorder le droit d'y déroger. Pas les Chinois, ni les Russes, ni d'autres, seulement nous. C'est en quelque sorte la prérogative exclusive de l'Occident politique. C'est donc devenu, dans une certaine mesure, un ordre hégémonique. Ce que j'ai trouvé intéressant avec le Premier ministre canadien, c'est qu'il a en quelque sorte reconnu qu'il y avait effectivement une politique très sélective. Et encore une fois, le dénominateur commun n'était pas les droits de l'homme, mais le pouvoir de l'Occident politique. Il semble donc comprendre que nous ne devrions pas seulement nous concentrer sur ce que fait Trump en ce moment, mais sur le contexte plus large. Pendant ce temps, les Européens se plient vraiment à Trump ici, et ils semblent s'incliner et obéir à ce qu'on leur dit. En effet, si l'on ne regarde que 2025, ce qu'ils ont soutenu à Gaza, les attaques contre l'Iran, ils n'ont pas mentionné le bombardement américain au Nigeria, mais aussi leur participation au Yémen et bien sûr l'installation de ce gouvernement horrible en Syrie. Ainsi, il ne semble pas qu'ils souhaitent revenir au droit international, mais plutôt à cet ordre international fondé sur des règles, où l'Occident politique est l'entité qui s'exempte elle-même de la loi. Autrement dit, les Européens veulent simplement être à l'intérieur de cette construction hégémonique. Ils ne veulent pas en être exclus. Est-ce cela qui différencie désormais les Européens des Canadiens? Non, je ne pense pas. Je pense que, écoute, le discours de Mark Carney était très intéressant, très bien rédigé et bien prononcé. Et comme tu l'as dit, il a dit des choses qu'aucun centriste libéral n'avait encore dites jusqu'à présent. Mais au final, je ne vois pas vraiment de différence entre lui, entre le Canada, la Grande-Bretagne ou la France. L'hypocrisie suinte de tous les pores de leur peau, y compris de celle de Mark Carney. Tu sais, pour une autre raison, sans rapport avec cette discussion entre toi et moi, juste avant que nous nous connections, je prenais des notes, je relisais très attentivement pour la deuxième fois le discours de Mark Carney et je prenais quelques notes. Si tu permets, j'aimerais te lire quelque chose que j'ai écrit ici. Vous savez, il dit que, comme nous l'avons dit, il dit que les règles, l'ordre international fondé sur des règles, étaient fausses, ou quasi fausses, ou partiellement fausses. C'est quelque chose d'important. D'ailleurs, la BBC n'a jamais rapporté cette partie du discours de Mark Carney. D'accord, mettez juste un astérisque là-dessus. Mais ensuite, il poursuit en disant qu'au moins, vous savez, l'hégémonie américaine a contribué à fournir des biens publics, et c'est pour cela qu'elle était tolérée par le Canada, par l'Europe, et ainsi de suite. Et puis il explique ce que sont ces biens publics. Il dit des voies maritimes ouvertes. Vraiment? Demandez aux Cubains, ont-ils jamais eu des voies maritimes ouvertes? Puis il dit un système financier stable. Quoi? A-t-il oublié 2008? A-t-il oublié les armes de destruction financière massive qui n'étaient pas une aberration? Il faisait partie intégrante de cet ordre international fondé sur des règles, enfin, soi-disant fondé sur des règles. Tout le consensus de Washington, tu sais, reposait sur la financiarisation. Alors dire que les Américains nous fournissaient des biens publics, y compris un système financier stable. La seule chose que le système financier n'était pas avant 2008 ou 2015-2016 quand Trump est arrivé, c'était stable. C'était un déséquilibre totalement instable. Et ensuite, il parle de sécurité collective. Vraiment? A-t-il déjà parlé à des Irakiens ou à des Afghans? Tu sais, des millions de morts. Et les Libyens alors? Ils ont détruit ce pays. D'accord, il y avait un tyran là-bas, M. Kadhafi. Et qu'est-il arrivé après que l'ordre international fondé sur des règles a bombardé la Libye? Ils ont simplement détruit l'endroit.
Il n'existe plus de pays appelé Libye. Et aussi, en soutien à un cadre pour résoudre les différends. Vraiment? Qu'est-il arrivé à la Palestine pendant l'ordre international fondé sur des règles? Quel type de différends y ont été résolus? Le génocide, le nettoyage ethnique, l'état d'apartheid, vous savez, ont été effectivement érigés sur cet ordre international fondé sur des règles. Donc vous savez, même le grand discours de Mark Carney est truffé d'hypocrisie. Et que propose-t-il de faire? Il veut établir une nouvelle alliance entre puissances moyennes, avec l'Allemagne, avec la France et avec la Grande-Bretagne. Eh bien, si vous voulez vraiment faire cela, commencez par un processus de paix pour l'Ukraine. Où est votre processus de paix pour l'Ukraine? Une alternative, vous savez, un remplacement à ce que Trump et Poutine font? Rien. La seule idée qu'ils ont à propos de l'Ukraine, c'est qu'il faudrait trouver plus d'armes pour l'Ukraine afin de continuer à tuer des Ukrainiens et des Russes. Dans cette reproduction de la Première Guerre mondiale, avec des drones qui tuent des milliers de personnes sans qu'aucune solution ne soit en vue. Et que dire de la proposition de M. Carney sur la Palestine? Que propose-t-il à propos de la Palestine? Rien. Vous savez, il va se rétracter. Il a prononcé un excellent discours. On se souviendra de lui pour un grand discours qui décrivait la situation de manière assez juste, mais qui n'avait absolument rien à proposer quant à la façon d'y remédier. Parce que, soyons honnêtes, vous avez entendu ce que Trump a dit aujourd'hui. Si le Canada ratifie l'accord de libre-échange avec la Chine, il va leur imposer des droits de douane de 100%. Maintenant, que va-t-il arriver aux ouvriers de l'automobile au Canada qui perdront leur emploi parce qu'ils produisent des voitures et des pièces détachées pour des entreprises américaines? A-t-il un plan pour ça? Va-t-il investir, faire venir BYD pour remplacer Ford et General Motors? Non, il n'a aucun plan de ce genre. Oui, c'est un bon point, car bien sûr c'était un bon discours. Mais l'honnêteté et les principes qu'il se met soudainement à défendre, on doit se demander pourquoi maintenant. Et vous savez, la veille, Trump est sorti et a publié sur Truth Social une carte de l'Amérique du Nord qu'il avait générée avec l'IA, montrant le Canada colorié avec le drapeau américain, juste devant un public européen. Donc il sait qu'après le Groenland, les États-Unis pourraient s'en prendre au Canada. Il semble que c'est soudainement pour cela que ces principes entrent en jeu. Mais il est tout de même extraordinaire qu'il n'y ait pas plus de résistance face à cela. Juste une dernière question. Voyez-vous cela dans le contexte plus large d'une nécessité pour les États-Unis de trouver une nouvelle approche de la domination? Parce que après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont bénéficié de nombreux avantages. Ils étaient un leader technologique et grâce à la guerre, ils avaient bâti cette puissance industrielle. Il avait commencé à contrôler toutes les voies maritimes internationales. Il affirmait son emprise sur une grande partie des ressources naturelles d'Arabie Saoudite et d'autres régions. Il a joué un rôle clé dans les institutions financières, la Banque mondiale, le FMI, et bien sûr, le monde a ensuite adopté le dollar comme monnaie de réserve mondiale. C'était donc l'hégémon économique. À cet égard, un système économique libéral est une bonne chose lorsque vous êtes l'hégémon, un peu comme la Grande-Bretagne au XIXe siècle, car cela signifie que vous intégrez le monde sous votre administration. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le désespoir des États-Unis. Toutes ces guerres économiques. Cela découle-t-il de leur incapacité à rivaliser avec la Chine et plus largement de l'épuisement des États-Unis, comme on le voit avec leurs dettes? En somme, c'est un effort désespéré pour redistribuer les cartes, élaborer un nouveau système, n'importe quoi, qui permettrait aux États-Unis de retrouver leur trône. J'ai une perspective légèrement différente sur ce sujet. Ce que tu décris comme l'hégémonie américaine d'après-guerre a pris fin en 1971.
C'était exactement comme tu l'as dit jusqu'à cette date, pendant l'ère de Bretton Woods. Dans les années 1950 et 1960, il y avait un hégémon, un pays excédentaire, technologiquement avancé, un exportateur net. Et tout l'objectif de Bretton Woods, Glenn, était de maintenir la position excédentaire des États-Unis. À la fin des années 1960, ils ont perdu cette position pour plusieurs raisons qu'il n'est pas nécessaire d'aborder maintenant, parmi lesquelles la guerre du Vietnam, la Great Society et le fait que le capital américain ait été massivement investi dans l'industrie allemande et japonaise. Le résultat, c'est que les industries allemandes et japonaises sont devenues plus efficaces que les américaines. Et à un certain moment, surtout avec la guerre du Vietnam, tu sais, à la fin, le système de Bretton Woods n'était plus viable, car il reposait sur l'idée que l'Amérique serait un pays excédentaire et qu'elle dollariserait la Grande-Bretagne, l'Europe et le Japon, afin de leur permettre de continuer à acheter les exportations nettes des États-Unis. Mais une fois que ces exportations nettes ont disparu, le système s'est effondré. Et bien sûr, les Américains eux-mêmes l'ont fait exploser. Ils l'ont ensuite remplacé par un système très différent, pas celui que nous avons décrit, un système fondé sur l'inversion du mécanisme de recyclage qu'était Bretton Woods. Au lieu que l'Amérique soit le pays excédentaire, recyclant ses excédents en Europe et en Asie, notamment au Japon, puis plus tard en Chine, ce qui s'est produit, c'est qu'elle s'est retrouvée avec un déficit et qu'elle a utilisé ce déficit pour créer une demande globale en Europe, au Japon et plus tard en Chine. Elle leur a envoyé des reconnaissances de dette, appelées dollars, qui ont ensuite été rapatriées à New York et sont devenues trois choses. Des obligations d'État, autrement dit le financement du gouvernement fédéral américain. Ensuite, quelques actions que les étrangers étaient autorisés à acheter. Et troisièmement, principalement de l'immobilier, ce qui a fait de Donald Trump ce qu'il est devenu. Donc vous savez, cette tentative de maintenir l'hégémonie après qu'ils aient pris du retard, après qu'ils soient devenus un pays déficitaire, c'était Nixon. Et Nixon n'avait aucun problème à mener une guerre économique contre ses alliés. Donc, vous savez, Trump n'est pas le premier président à mener une guerre économique. Lorsque John Connally, le secrétaire au Trésor sous Richard Nixon, est allé en Europe après l'effondrement du système de Bretton Woods le 15 août 1971, il a dit aux Européens, « Vous êtes fichus. Je suis là pour vous payer. Le dollar est ma monnaie et votre problème. » Et les Européens sont entrés en panique. Et vous savez, ils ont essayé de créer leur propre Bretton Woods, leur propre système de taux de change fixe. Ils ont donc expérimenté diverses configurations d'un régime de taux de change fixe et ils ont échoué, avec le serpent au sein du système monétaire européen, puis avec le mécanisme de taux de change européen. Finalement, ils ont créé l'euro. Ce fut une catastrophe pour l'investissement en Europe, pour l'intégration, et ainsi de suite. De la même manière, souvenez-vous de ce que Ronald Reagan a fait en 1985 aux Japonais, les accords du Plaza. Il leur a mis le couteau sous la gorge en disant « Je vais vous imposer des droits de douane de 200%, à moins que vous ne réévaluiez encore. » Et ils l'ont fait. Le résultat, c'est que le miracle japonais s'est éteint à ce moment-là. Ce n'est donc pas nouveau. Qu'y a-t-il de nouveau? La différence fondamentale entre le choc Nixon et le choc Trump, c'est la Chine. Car lorsque Nixon surprenait ses alliés, comme je viens de le décrire, il n'existait pas de système économique concurrent. Il y avait bien l'Union soviétique, mais elle était déjà en déclin. Dès la fin des années 1960 et le début des années 1970, il était clairement évident que le système économique soviétique n'avait pas la capacité de rivaliser en matière de progrès technologique, d'exportation et de tous les éléments qui comptent sur les marchés financiers,
et les marchés en général. Mais Trump tente de créer un nouveau choc Nixon dans un contexte où la Chine progresse de manière exponentielle, déjà 2, voire 3 fois plus importante que l'industrie américaine. En ce qui concerne les grandes entreprises technologiques, la moitié des experts en IA dans le monde sont désormais chinois. Ce ne sont pas des Britanniques, ni des Allemands, etc. Ce sont des Chinois. Dans le domaine de l'énergie verte, nous constatons déjà une réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et une expansion massive des énergies renouvelables, dont l'Europe et en particulier l'Amérique de Trump se détournent. Il essaye donc d'étendre l'hégémonie américaine en privatisant le dollar par le biais du Genius Act, comme je l'ai mentionné précédemment, et en faisant essentiellement exploser l'Union européenne, le Canada, ses alliés, parce qu'il est réaliste. Il a essayé d'embobiner les Chinois. Il a échoué. Les Chinois ont gagné la guerre commerciale contre lui. Il y a déjà en pratique cédé. En avril, vous verrez qu'il y aura une rencontre entre Trump et Xi et ils prolongeront la trêve. Et je pense qu'ils continueront à la prolonger parce que les États-Unis ont plus besoin de la Chine que la Chine n'a besoin des États-Unis. En ce qui concerne les terres rares, un certain nombre de matériaux essentiels aux intérêts américains et au complexe industriel américain. Ce qu'il dit, c'est « Très bien, je vais tirer le maximum de mes alliés et je vais coexister avec les Chinois. » Mais vous savez, je ne veux pas avoir à traiter avec l'Union européenne dans son ensemble. Donc je vais saper l'Union européenne. Je veux traiter avec les Allemands. Je veux traiter avec les Français. Je veux traiter avec les Italiens. Je veux traiter avec les Canadiens. Alors je vais semer la zizanie. Vous savez, quand les Européens se plaignent en disant « Mon Dieu », en menaçant de prendre le contrôle du Groenland, vous faites exploser l'OTAN et l'UNOMI. Eh bien, exactement, c'est ce qu'il veut. Il voit l'hémisphère occidental comme une roue de bicyclette dont il est le moyeu, et eux les rayons. Et même si certains rayons sont cassés, la roue continue de tourner. Je pense que c'est quelque chose que les Européens doivent vraiment comprendre, car il semble qu'ils partent du principe que plus ils cèdent, plus leur loyauté finira par être appréciée, et qu'ils verront l'intérêt d'avoir l'Europe comme partenaire. Mais je pense que tout ce qu'ils voient, c'est de la faiblesse, et qu'ils cherchent simplement à en tirer quelque chose tout en se détachant de l'Europe. C'est extraordinaire à observer. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup de m'avoir permis de profiter de ton expérience pendant le week-end. Et comme tu l'as dit, si cela conduit vraiment à la fin des Nations Unies, c'est une évolution assez spectaculaire. Mais comme tu l'as également souligné, beaucoup de ceux qui s'en plaindront ont aussi contribué à en arriver là. Donc encore merci. Merci Glenn.